Vous êtes intervenu sur la proximité que peut avoir la société civile avec certains partis politiques, et effectivement la société civile est souvent perçue comme au mieux un opérateur ou un prestataire, et parfois comme un adversaire des pouvoirs en place et des autorités politiques et des autorités publiques dans les pays en développement et de manière générale dans tous les États. Comment la société civile peut modifier son action, modifier son engagement, et comment les États, de leur côté, peuvent développer des nouvelles manières de faire pour justement sortir de ce hiatus, de cette confrontation et rentrer vraiment dans un rapport partenarial. Merci. Ma question s'adresse à M. Dominique Delpech. J'ai bien compris que la francophonie intervenait dans le processus démocratique au niveau des élections, mais moi je viens de la Guinée-Conakry, nous savons depuis 60 ans comment les élections se déroulent. Est-ce que ce ne serait pas un traitement purement symptomatique? Est-ce que la francophonie intervient en amont dans l'accompagnement des partis politiques, au niveau sociologique, pour que le processus soit vraiment respecté? Parce que le problème c'est ça, c'est qu'en RDC, le gagnant n'est pas celui qui gagne, c'est celui qui a la bonne astuce ou les manœuvres. Est-ce qu'il y a une attitude préventive par rapport au déroulement des élections? Parce qu'on sait que lors des élections, comme dit M. Bagou, on n'organise pas les élections pour les pairs. Et ma seconde question s'adresse à Mme Capitan. On assiste souvent à ces échecs-là en Afrique de la société civile, et parfois quand elle est associée au pouvoir, elle perd de vue ses convictions. Et quelles sont les véritables variables sociologiques, à mon avis, sociologiques à l'installation de la démocratie en Afrique? C'est peut-être un peu hors sujet, mais sur le plan sociologique, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal, depuis les indépendances, à installer cette démocratie qui, comme vous l'avez dit, n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour le développement? Bonjour, Pascal Hérault d'Opinion. J'ai une question pour Madame Capitan. Je voulais savoir si, à la lumière de la lecture qu'elle fait d'expérience burkinabé, elle voit le phénomène de révolution populaire ou de changement de régime pouvoir s'accomplir ailleurs en Afrique de l'Ouest ou centrale, alors qu'on a vu qu'un certain nombre de régimes, après l'expérience burkinabé, ont eu tendance à verrouiller les systèmes d'information, réseaux sociaux en temps d'élection et d'encadrement de très forte pression sur les sociétés civiles et sur la jeunesse en temps d'élection. Et j'ai une autre question pour monsieur le représentant de la francophonie. Je voulais savoir, on est en pleine réflexion sur ce que va devenir l'OIF avec le prochain sommet en perspective. Est-ce que la composante paix, sécurité, réflexion électorale va rester aussi forte? Et que répondez-vous aux différentes critiques qui ont été adressées à l'OIF ces dernières années, notamment sur la Guinée, sur le Mali, de processus d'observation qui n'étaient pas complètement accomplis ou de validation de listes qui laissaient à désirer? Ma question s'adresse presque à tous les orateurs qu'ils aient choisi d'intervenir sur la diaspora ou sur la société civile. Les pays africains sont colonisés en majorité par l'Europe, l'Amérique et autres continents. Vos développements auraient pu procéder par l'enseignement, par l'exemple, puisque vos pays ont également des diasporas et des sociétés civiles, pour nous permettre de voir quel est l'impact positif de vos diasporas, les diasporas françaises, la diaspora anglaise, la diaspora au niveau de l'Union africaine, pour nous enseigner que voilà ce qui se passe de positif, c'est ce que vous aurez dû faire chez vous. Ce serait une étude comparée pour nous enseigner par l'exemple, comme nous le faisons pour étayer une idée. Nous citons un auteur qui a déjà réfléchi sur la question. Merci. Je pense que la question de la proximité de la société civile avec le politique est une question relativement universelle. Elle existe partout et ces allers-retours entre ces différentes sphères s'observent de manière assez généralisée. Je crois que ce qui s'observe, en tout cas sur le terrain, c'est qu'à partir des années 90, il y a eu une explosion du nombre d'associations en Afrique de l'Ouest, en Afrique de manière subsaharienne, notamment suite aux nouvelles politiques de financement international dont j'ai parlé,
qui ont fortement encouragé à décentraliser l'État et à faire passer des services sociaux par des acteurs privés de type associatif. À un moment où beaucoup de fonctionnaires ont été renvoyés du fait des politiques de libéralisation qui avaient été demandées pour rationaliser les budgets étatiques. Ce qui fait que c'est développer une sphère extrêmement nourrie de gens très compétents, très connectés aussi avec les différents partenaires et qui se sont de manière massive engagés aussi dans cette troisième voie pour exister autrement. Et je pense que la particularité peut-être, c'est que de ces régions-là, c'est qu'il manque des sphères de diversification pour que ces personnes-là justement existent autrement. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir politique reste très attractif parce qu'il manque aussi d'alternatives. Les sphères économiques se développent progressivement et je commence à changer les choses sur le terrain, mais ça reste encore un petit peu pas assez développé, donc beaucoup continuent à investir du coup la branche associative pour pouvoir exister professionnellement, socialement et politiquement. Et je pense que c'est du fait un petit peu de ces évolutions de long terme qui fait que cette proximité, ces allers-retours sont peut-être plus nombreux dans ces régions-là qu'elles ne peuvent l'être ailleurs, où en Amérique latine, les gens vont s'investir plus facilement dans le privé, etc. Un deuxième élément de réponse, c'est que vous parliez de comment faire renouveler peut-être les formes de partenariat. On constate qu'il y a une différence aussi entre les associations, certaines qui sont très bien, sont un peu toutes, très bien représentées on appelle les associations très extraverties, c'est-à-dire qu'elles ont un réseau d'existence à l'international et dans les contacts qui est très important, des gens qui ont circulé eux-mêmes entre différents continents pour leur propre formation, qui sont un peu de profil éduqués, en ville, parlent plusieurs langues, notamment internationales, et qui du coup ont tendance aussi à capter le genre de financement qui peuvent exister. Et certaines associations, notamment du monde rural, qui sont beaucoup moins extravertis, qui ne peuvent pas forcément s'exprimer en anglais ou en français, qui ne sont pas capables non plus forcément d'écrire un projet de financement en répondant au cadre. Donc j'enseigne à l'Institut d'études de développement de la Sorbonne, où nous formons les étudiants à écrire un projet de développement. C'est quelque chose d'assez... c'est des termes, c'est objectifs premiers, objectifs secondaires, etc., etc. Et beaucoup d'associations qui existent sur le terrain et qui peut-être auraient moins de possibilités ou moins d'envie de se mélanger finalement en politique sont un petit peu du coup pas dans les bons réseaux et n'existent pas beaucoup sur la photo en termes de société civile. Je pense que là, il y aurait quelque chose à faire pour être plus attentif aussi aux associations qui ne répondent pas au cadre typique du programme de développement international, mais qui sur le terrain sont relativement actifs et représentent un grand nombre de populations. Effectivement, ce sont souvent des associations qui existent en milieu rural et qui n'ont pas les capacités d'écrire un cycle de projet, etc. etc. Ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, est-ce que vous me demandez de faire la prospective un petit peu, de m'entendre si l'insurrection populaire pourrait être renouvelée ailleurs et comment? J'avoue que je ne pourrais pas donner le kit de réussite d'une insurrection populaire. Je souligne juste que la particularité du Burkina Faso est quand même être d'un pays qui a été très fortement mobilisé, notamment des syndicats qui sont extrêmement puissants depuis de très très longues années, et donc une certaine habitude aussi à la mobilisation. Il y a eu aussi la révolution sankariste, dont je n'ai pas parlé, mais qui a constitué une référence morale et une source de mobilisation extrêmement forte dans les événements qui se sont passés. Et la figure de Thomas Sankara a symboliquement joué aussi un rôle dans les mobilisations qui ont pu avoir lieu. Et ce qui s'est passé, c'est que véritablement, il y a eu une concordance de lutte à ce moment particulier de 2014, qui fait que beaucoup d'acteurs se sont retrouvés autour de cette nécessité de ne pas renouveler le mandat de Blaise Compaoré. Et cette association de compétences politiques, d'hommes politiques, d'anciens du parti majoritaire qui ont joué aussi un rôle très important dans ce qui s'est passé, d'associations qui ont fait un travail remarquable de sensibilisation au niveau de la jeunesse. Je parlais du ballet citoyen, mais effectivement ils ont joué un rôle très très important dans la sensibilisation de la jeunesse urbaine, plus des structures moins visibles, comme notamment les structures traditionnelles de pouvoir, qui ont aussi été très engagées politiquement contre ce renouvellement de mandat. Et c'est cette alliance qui fait que les tentatives de répression finalement n'ont pas réussi à
n'ont pas réussi finalement au final, alors qu'elles ont réussi de manière assez visible dans les autres continents. Voilà. Bien, bon, je vais tenter de répondre de façon la plus honnête à vos deux questions. Une première des questions qui est technique, la francophonie est-elle impliquée bien en amont? Oui, mais vraiment bien en amont. Et c'est pas une façon, je dirais, tactique que de justifier ensuite un positionnement augmenté. Notre doxa vraiment requiert de venir des mois, voire des années à l'avance sur le terrain et de labourer autant que faire se peut les fameuses OGE, organes de gestion des élections, tout particulièrement notre porte-entrée naturelle, ce sont les commissions électorales nationales, indépendantes, avec toutes les limites du terme, qui amènent ensuite un résultat de plus ou moins de l'honneur lors du jour des élections. Vous parliez de la RDC, elle n'est pas arrivée le quart d'heure avant voir la CENI. Et les équipes de Corneille-Nangar ont été impliquées sur le métier RDC depuis 2 ans au moins, pour préparer l'élection de décembre 2018. Donc l'attitude préventive, oui, par définition, tout ne se joue pas au moment T. Je vous ai parlé de mon propos introductif de la réelle crise de l'observation électorale. Nous n'avons pas la prétention d'être des observateurs. Nous venons au nom de ce travail en amont le jour J pour vérifier justement l'amélioration ou la latence de certains problèmes sur le terrain électoral, et nous tentons le plus objectivement possible d'en rendre compte dans de la communication publique ou des rapports. Après, permettez à celui que je suis encore pour quelques jours, à savoir une personne impliquée dans les affaires de la francophonie pour la affaire mondiale, de tenter d'être très objectif. On n'est pas dans un monde idéal. On se doit d'être un peu jaurésien, on tend vers l'idéal, mais on est impliqué dans le réel le plus complexe. Cette complexité, elle vient déjà presque de l'ADN de l'organisation. On travaille avec quelque part nos patrons, que sont les États et les gouvernements. Et donc il y a cette relation assez paradoxale qui est d'aller quelque part auditer des gens qui sont nos patrons. Un État membre ou un gouvernement membre de la francophonie, c'est un contributeur qui fabrique un secrétariat et qui nous regarde venir. Donc, on est en permanence en train d'osciller entre 2 risques. Le risque de gêner, ou, si je suis caricatural, le risque d'être un moment de l'idiot utile. Donc, on a bien conscience de tout cela. On a bien conscience de tout cela, et nous sommes chaque fois sur une ligne de crête très très délicate à faire vivre. Et c'est pas parce que c'est délicat qu'au final, le dernier joker sera d'être un bon pilote pour aller vers la société civile. On essaie d'être le plus rigoureux possible dans notre relationnel avec les États, dans une relation de partenariat, et d'être le plus inclusif possible avec l'ensemble des acteurs qui nous semblent être nécessaires pour un rendez-vous électoral, et c'est tout sur simple. Sur la question que vous posez, monsieur, sur la réflexion sur l'avenir de l'OIF, ah oui, elle est pleinement engagée. À titre personnel, moi je la porte depuis que j'ai franchi la porte de l'OIF, parce que cette maison a du potentiel, cette maison également peut être dans du réflexe, et il est essentiel à un certain moment de faire un bon francophone, je dirais un reset, faire un giornamento, excusez-moi, ici de l'italianisme, une mise au point sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on fait. Je vous ai dit dans mon propos introductif, 30 ans on roule sur 2 jambes, et puis avec cette histoire de Bamako, francophonie politique, ça nous oblige, et ça nous oblige encore. Ça nous oblige encore, et je pense, à titre personnel, qu'on ne peut pas refluer.